Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétreau, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Louis, comment tu vas ? Très bien, merci de me recevoir Audrey. Avec plaisir. Je tiens à remercier Florence qui m'a recommandé plein de gens extra dernièrement. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Moi, j'ai tenu à te recevoir parce que je pense que tu as une vision à 360 degrés sur le marché du développement commercial à l'heure actuelle au vu de l'activité de FDV Partners. Mais je ne vais pas en dire trop. Je te laisse nous raconter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et comment t'en es arrivé là. Oui, bien sûr, avec plaisir. Louis, donc moi je suis directeur général et cofondateur de FDV Partners, qui est une société qu'on a créée, mais je vais revenir dessus, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. La société a été créée en 2010 et moi je suis arrivé en 2012 pour rejoindre Johan Ostero, le fondateur de FDV Partners. Voilà. Alors mon parcours, c'est un parcours très classique puisque je suis diplômé de Neoma, anciennement ESC Reims, desquels je suis sorti en 2007, quelque chose comme ça. J'ai commencé comme consultant chez Ernst & Young pendant 1 an. Après, j'ai voyagé pendant 1 an et puis j'ai découvert le monde de la vente, le fameux monde qui m'a passionné et dont j'ai décidé de faire ma carrière. Et donc, j'ai passé 3 ans dans une ESN qui s'appelle SOAT, qui a été rachetée, je crois, par le groupe Open il y a quelques mois. Ouais, je les connais bien. Je connais une personne qui est restée pas mal d'années là-bas. Coucou, Cécilia. Voilà. Et donc, moi, je suis resté 3 ans. C'est là où j'ai fait mes armes. C'est là où j'ai découvert le monde de la vente. C'est là où j'ai découvert le monde de l'IT. Ça m'a passionné. Et j'ai décidé, donc 3 ans après, de rejoindre FDV pour créer une société dédiée à 100% à la vente. Toi, en école de commerce, tu as fait une spécialisation développement commercial ou comment t'en es arrivé là en fait ? Eh bien non, pas du tout. Finance, contrôle de gestion, finance d'entreprise. Donc C'était une discipline que je ne connaissais absolument pas. J'avais fait 1 an à l'époque de césure chez Europe Assistance à Gennevilliers et puis ensuite à Madrid où je faisais du contrôle de gestion. C'était vraiment top et c'est vraiment de manière très opportuniste que j'ai découvert la vente en postulant chez SOAT en 2008 ou 2009, je crois. Ok, et qu'est-ce qui t'a attiré Tu parles de SOAT, c'est ça ? Ouais. En fait, moi, j'avais envie de me poser parce que j'avais voyagé pendant 1 an, donc j'avais besoin de me poser et de commencer vraiment ma carrière. Et voilà, j'ai répondu à une annonce qui m'a plu. C'est un peu la découverte, en fait, justement, du monde informatique. C'était un secteur le secteur du numérique qui avait le vent en poupe. Donc j'ai l'impression de mettre les pieds déjà dans un bon secteur, ce qui était le cas en effet. Et le monde de la vente, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait, que je connaissais absolument pas. Bon feeling avec les gens, passionné par des découvertes, par le contact client. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça, mais j'avais pas de... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que fait FDV Partners ? D'ailleurs, FDV, c'est pour force de vente ? Oui, exactement. Voilà, on s'est pas trop cassé la tête, je t'avoue, au début. Ouais. Force de vente partenaire, exactement. En fait, ce qui était assez chouette, c'est qu'en fait, alors moi, je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Johan Ostero, qui est le président d'FDV Partners, et en fait, lui, c'était l'un des premiers commerciaux dans les cabinets de conseil. Donc les cabinets de conseil, ce sont des directeurs, enfin des consultants qui deviennent directeurs, qui deviennent associés, partenaires. Il n'y a pas de commerciaux. Faire de la vente, faire des démarches sortantes, c'est même pas bien et politiquement pas correct. Et donc le business se fait par intuitu personae, et donc il n'y a pas de commerciaux comme moi j'ai pu découvrir dans les boîtes IT, les ESN où il y a des armées de commerciaux. Voilà. Donc Johan, ça a été l'un des premiers commerciaux. Et en fait, au bout d'un moment, donc il a évolué dans les cabinets de conseil, en orga ou autre. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, je vais me mettre à mon compte. Donc c'est vraiment du freelancing au départ. Et il a décidé de travailler pour 2-3 clients en parallèle, cabinet de conseil. Et son objectif, c'était d'aller chercher des missions pour ces 3 clients. Donc il répartissait une partie de son temps pour le cabinet A, une autre partie de son temps pour B, une autre partie de son temps pour C.
comme font des freelances. Et sur le temps que son client lui accordait moyennant facturation, et pendant ce temps-là, il allait chercher des clients, il faisait des rendez-vous pour les associés, il allait faire des propals et signer des deals au nom de son client, comme s'il était salarié en fait de son client. Voilà, avec une boîte mail de son client. Donc ça, c'est la jeunesse de FDV, ça s'est passé comme ça. Et moi, je suis arrivé et je lui ai dit, en fait, moi, je vois beaucoup de startups qui sont en train de se monter dans le monde IT, beaucoup par des ingés et par des techs, mais qui n'ont pas forcément l'associé, qui n'ont pas forcément cette connaissance de faire de l'acquisition client grand compte, d'appeler, de prospecter, de prendre son téléphone. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à l'époque. Donc, c'est-à-dire bosser pour 2-3 startups tech en parallèle. Donc on est loin des licornes qu'on peut connaître actuellement, plutôt des petites structures qui étaient en général dirigées et managées par des techs et des ingés. Et moi, mon boulot, c'était de faire ça sur un tiers de mon temps pour une startup et puis le reste du temps pour d'autres startups. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. On a fait ça pendant à peu près 1 an où on était 2 en fait dans la boîte. Puis le temps de s'associer, de monter un pacte d'associés, etc. Et au bout d'1 an, on s'est dit en fait c'est un modèle qui plaît et qui intéresse au moins les cabinets de conseil et au moins des startups. Donc on s'est dit on va recruter une première personne. Voilà. Donc ça c'était en 2013, fin 2013 je crois. On a recruté un premier garçon qui s'appelait Arnaud, qui avait terminé, je crois, l'ECE, qui est une école d'ingé électro. Et lui, voilà, qui avait la grosse tchatch, etc., qui connaissait pas non plus très bien le monde du commerce. Et voilà, on l'a formé, on l'a recruté, on l'a formé. Il s'avère qu'il était top. Et puis il a évolué après chez Salesforce pendant pas mal de temps, et puis c'est devenu un directeur commercial aguerri et très performant. Et on a commencé comme ça, et puis après on a recruté 2, 3, 4, 5 commerciaux et commerciales. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? Et aujourd'hui, on a un peu moins de 60. Alors on a un exercice décalé, donc on fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on retombe sur des... les ratios qu'on peut trouver dans le conseil, 10 dans personnes, 1 million, 20 personnes. Ouais, exactement. Donc 100 000 euros effectivement par collaborateur. Nous, c'est ça, sauf que c'est un peu différent parce qu'on a un modèle économique, on pourra en reparler après, mais dans lequel il y a du fixe et du variable. Donc voilà, au lieu d'avoir un TJ de 450 ou 500 euros, on a un TJM soit qui peut être un peu moindre avec du variable, puisque notre boulot c'est d'aider monter des rendez-vous, détecter des projets et signer des deals. Donc il y a forcément une démarche, une dimension variable, soit qui vient s'ajouter au TJM, ou soit c'est un TJM intégrant cette partie variable. Et après on s'occupe du pay-plan de nos commerciaux. On doit avoir entre 50 et 60 clients à peu près. Quelle est la typologie de tes clients ? Vous avez commencé avec les cabinets de conseil et les startups, et aujourd'hui, est-ce que vous vous adressez d'autres cibles comme les grands groupes ? Exactement. Alors, c'est jusqu'à il y a 3 ans, on travaillait quasiment que pour des petites structures. Alors, petites structures sont à peu près des tailles comme celles qu'on a aujourd'hui, des entreprises qui vont faire jusqu'à 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On savait pas et on n'avait pas pris conscience que que des grandes entreprises aussi et des grands groupes pouvaient avoir des trous dans leur dispositif commercial et pouvaient aussi avoir des douleurs et être à la recherche de solutions. Donc aujourd'hui et depuis 3 ans, on travaille aussi pour des grandes structures. On a 50 à 60 clients, il y en a à peu près, je dirais 30-35% qui sont toujours des cabinets de conseil et qui seront toujours des cabinets de conseil parce que c'est notre clientèle historique. À peu près autant d'entreprises du monde IT, dedans on va retrouver des éditeurs, des intégrateurs et des ESN. Et le reste, ce sont des entreprises dans le monde du service, dans le monde de la prestation intellectuelle, dans lequel il peut y avoir des startups et des sociétés tech, puisque la tech, c'est ni plus ni moins qu'un service qui est digitalisé via une plateforme. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Nous, notre positionnement, il est assez clair. On est on ne sera intéressant que pour des entreprises qui sont dans le monde du service. Voilà, on fait un peu de produits, on travaille pour des gens comme Samsung avec des devices, du hard, etc. Mais c'est quand même beaucoup du service. Et notre expertise, c'est nous ce qu'on a appris, toi ce que tu as appris chez Valtech, moi ce que j'ai appris chez Sohat par exemple, c'est d'aller ouvrir des grands comptes et après générer du business avec des grandes entreprises, avec des contraintes de référencement, etc. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous vendez exactement ? Vous positionnez un commercial chez le client, il travaille depuis chez vous, c'est ce qu'on pourrait assimiler à de l'assistance technique dans le monde du conseil. Ouais. C'est quoi exactement ?
C'est une bonne question. En fait, puis le début, on a un service qui marche le plus, qui est ce qu'on appelle nous du service manager dans le monde informatique. Donc le service manager, c'est en fait on va proposer une solution clé en main, intégrant du management commercial, intégrant du business développement, donc avec un commercial, et puis intégrant aussi de la base de données, des outils, etc. Donc en fait, le service qu'on propose et aujourd'hui qui nous est le plus demandé, c'est ce service d'externalisation commerciale, de service manager. Donc tu as ton entreprise et tu cherches à générer des rendez-vous supplémentaires, tu cherches à générer des leads, détecter des opportunités ou faire plus de business. Et ben tu fais appel à nous. On a un forfait mensuel qui a vocation donc à couvrir le temps passé par une équipe qui va t'être dédiée, un peu de back-office, du business développement, en gros un business développeur en général qui va travailler mid-time, et un directeur commercial, un directeur de mission. Finalement, c'est un peu comme dans un cabinet de conseil. Ouais, tu vois. C'est ça, avec une personne qui pilote la mission et puis ensuite les consultants commerciaux qui réalisent derrière. Exactement. En fait, on travaille de chez nous, on travaille de chez nos clients, on travaille aussi en télétravail. Donc il y a une certaine autonomie dans le travail que réalisent les gens, et le modèle, c'est le modèle qu'on reproduit en fait, qu'on avait pu faire au début avec Johan, c'est-à-dire que nos commerciaux en général chez nous travaillent en moyenne pour 2 clients, voilà, donc ils répartissent leur temps. Alors pourquoi ce modèle-là? C'est parce que c'est celui qu'on avait fait à l'époque et dans lequel on s'éclatait bien parce que ça nous permet de travailler pour des clients différents, avec des phasings et des cycles de vente et des offres qui sont différents, donc ça apporte toute la diversité que tu peux trouver quand tu vas dans un cabinet de conseil ou quand tu es freelance, tu vas travailler pour plusieurs clients différents, puis c'est ça qui est sympa. Et c'est quelque chose qui nous est très demandé. Alors parfois certains commerciaux chez nous et certaines missions, nos clients nous demandent d'avoir des gens à temps plein, ce qu'on est capable de faire aussi, évidemment. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, c'est vraiment ce service manager qui nous est aujourd'hui le plus demandé. Qu'est-ce qu'on fait aussi d'autre? On fait pas mal de bootcamp, on fait de la formation pour les commerciaux de nos clients qui veulent être plus forts, qui veulent être plus musclés, des experts aussi ou des directeurs qui n'ont pas vocation à faire du commerce, mais qui sont en contact tous les jours avec leurs clients. Donc on vient leur apporter cette capacité à parler business, à parler prix, à découvrir son client, voilà, toute cette démarche un peu commerciale. Et puis on va faire aussi pas mal de consulting. Donc du consulting, ça peut être aussi bien faire des benchmarks concurrents, faire des enquêtes de satisfaction, ça peut être faire des audits de ton organisation commerciale. Voilà, on a toute une palette de services, coaching technique aussi, des audits techniques pour in fine. Et on surfe pas mal là-dessus. Nos clients veulent faire de leur organisation une sales machine, quelque chose de très huilé. Et donc on surfe évidemment beaucoup là-dessus et on les accompagne jusqu'à avoir une organisation cible. Comment vous vous insérez quand il y a déjà une équipe commerciale en place ? Ou peut-être que c'est rare et qu'en général, vous arrivez vraiment pour démarrer la machine. Alors, c'est une très bonne question. En fait, jusqu'à il y a 3 ans, on travaillait plutôt pour des petites structures. Donc, on faisait, et c'est vrai que nos missions démarrent toujours par là. On fait un kick-off. On a un process de démarrage, d'onboarding qui est assez bien calé. Donc, un pré-kick-off, un kick-off où on va pendant 2-3 heures prendre de la donnée, en fait, et comprendre quelle est l'offre de service, quels sont les clients, qui sont les prospects, etc. Et pour faire un playbook, un sales process book, qui va être un peu la bible sur laquelle ensuite toutes nos équipes vont pouvoir travailler. Ça sera le référentiel, des argumentaires, des bénéfices clients, pour ensuite construire des pitchs de prospection, pour construire un script de conduite de rendez-vous, pour faire des emails types. Donc c'est comme ça qu'on va initier en fait tout notre travail. D'accord, donc en général, vous arrivez quand l'équipe commerciale n'est pas encore réellement formée, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'intégrer l'équipe d'un client auquel il y avait déjà des commerciaux? Et dans ce cas-là, comment vous faites? Parce que moi, je me pose automatiquement la question, notamment chez les grands comptes, de potentiels conflits au sein des équipes et parce qu'on aurait des manières différentes de faire. Ouais, bien sûr. Comment vous gérez ça? Alors on travaille avec des gens comme Inetom, on travaille avec des SCC, des Sopra, voilà, donc aujourd'hui et depuis 3 ans avec des grandes structures. Voilà, je pourrais te donner un peu plus nos références clients, des Deloitte, KPMG, partie conseil, des Samsung, des Rexel, enfin voilà, donc le champ des possibles c'est ouvert avec des grands comptes. Et évidemment, là, on travaille avec des entreprises qui ont des armées de commerciaux, Orange Business, par exemple. Donc, c'est plus de 2000 ou 3000 commerciaux. J'ai pas le chiffre en tête, mais voilà. Donc, comment ça se passe? En fait, on vient cadrer au début, si on
soit on travaille sur une offre qui est complètement neuve, et auquel cas on sera peut-être pas en conflit avec les commerciaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est soit on vient démultiplier les forces commerciales et on travaille un segment, on pousse une offre que les commerciaux en place ne poussent pas, par exemple. Deuxième cas de figure, on vient travailler pour alimenter des commerciaux grands comptes, par exemple, des key account managers, et auquel cas on va travailler pour les alimenter. Par exemple, on peut monter des rendez-vous pour le CAM Société Générale de Adobe, par exemple, et là on va monter des rendez-vous, détecter des projets, faire une carte de compte et lui mâcher le travail en fait pour que lui il puisse se concentrer sur la conversion d'une opportunité en business. Ouais, d'accord, je vois très bien. Donc, quand vous vous adaptez, vous vous insérez dans l'organisation en fonction de son niveau de maturité. S'il y a déjà des personnes en place, vous allez aller les alimenter. Et s'il y a une nouvelle offre, vous pouvez vous charger de A à Z de cette nouvelle offre. Alors, tu sais qu'on fait le même métier d'une certaine manière également. Quand on parle de développement commercial, surtout quand on fait de l'opérationnel, la plupart des gens me disent « Mais en fait, Audrey, moi, ces personnages, je les veux absolument en CDI parce que ce sont des sujets beaucoup trop critiques pour mon organisation. » Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, à ces personnes-là ? Que les deux sont pas incompatibles. En fait, on a une approche qui a un peu changé. Moi, quand j'étais chez SOAT à l'époque, il fallait tout faire pour retenir ses consultants et puis pour éviter qu'ils se fassent débaucher par leurs clients. On a aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus souple et plus libérée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tous nos clients nous voient comme aussi des viviers de recrutement. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit à nos clients et on dit à nos équipes, si un jour vous voulez travailler ensemble, c'est tout à fait possible. Il y a des conditions générales de vente à la fin. Nous, on n'a pas envie que nos commerciaux partent chez nos clients, mais c'est aussi l'histoire qui voudra ça. Et si vous voulez travailler ensemble, c'est possible. C'est juste que pour compenser le coût du recrutement, de la formation et tous les efforts qu'on a fait pour faire de nos commerciaux des machines de guerre commerciales, et on demande juste de prendre un fee comme un cabinet de recrutement le jour où il recrute quelqu'un. Voilà. Donc on a une approche qui est relativement libérée aujourd'hui par rapport à ça, et ça fait partie des choses, et on sera ravis que nos commerciaux deviennent nos clients, deviennent directeurs commerciaux, directeurs commerciaux, et deviennent nos clients demain. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc, nos clients nous voient et peuvent nous voir comme des viviers de recrutement, et ça nous va très bien. Et puis, à côté de ça, oui, c'est quelque chose qui est très... il y a 10 ans, on prenait beaucoup de portes quand on appelait des entreprises, évidemment, pour leur parler d'externalisation commerciale, et les gens n'étaient absolument pas matures. Et moi, j'aurais été exactement pareil. À ouvrir le capot de leur voiture pour ouvrir leur CRM, montrer et confier éventuellement la gestion de clients à une société extérieure. Alors les choses ont pas mal évolué, et nos clients aujourd'hui, en fait, sont des gens qui sont pragmatiques. On est sur un marché pénurique pour trouver des commerciaux et des commerciaux chasseurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est atteindre leurs objectifs de vente et de marge. Si ça passe par faire appel à une société qui apporte une compétence extérieure qu'ils n'auraient pas en interne, des compétences de chasse, des outils, des process, et qu'à la fin, ça leur fait atteindre leurs objectifs, let's go, quoi. Tu as parlé de pénurie sur le marché des commerciaux. Tu as des chiffres en tête, des retours clients Moi, j'en ai pas mal. Après, il faut donner des chiffres précis, mais déjà à l'époque, en fait, ce métier de conquête et de chasse grand compte, je pense qu'il y a moins de 2% de la population française qui a envie de faire ce métier-là, et qui ont aussi la capacité, puisqu'il y a une question d'envie, prendre son téléphone, appeler, chasser, etc. C'est quand même un métier un peu particulier. Et même pour les gens qui en ont la capacité, il y en a que ça intéresse pas et qu'ils ont pas envie de faire ça, quoi. Donc, ça reste un marché depuis toujours, en tout cas le métier qu'on fait, qui est quand même un métier assez particulier. Et en plus de ça, c'est un métier qui est pas forcément valorisé, et qui l'est peut-être aussi, pas de moins en moins, mais en tout cas, c'est un métier assez dur quand même. Voilà. Et j'ai pas de chiffres à donner précis, mais je crois qu'il doit y avoir, je sais pas, peut-être 300 ou 400 000 postes ouverts de chasse, de conquête, B2B, parce qu'effectivement on fait beaucoup de B2B qui doivent être ouverts, mais je t'avoue que Je crois que c'est aussi ces 6 chiffres, il me semble avoir entendu quelque chose de l'ordre de 100 à 300 000 c'est possible, personnes. Mais à ton avis, c'est vraiment dû au fait que la profession soit très particulière. Je pense que c'est un métier qui est passionnant pour beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens que ça passionnera jamais, et puis c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui aussi s'épanouissent beaucoup plus à faire du customer success, par exemple. Une fois que le client est rentré, d'être
Il y a moins de pression. Ouais, il y a moins de pression, exactement. Il faut toujours, aimer, entre guillemets, il faut que ça soit un jeu, en fait. La prospection et la conquête, c'est un jeu, c'est un exercice de style. Il faut aimer jouer à ce jeu-là, en fait, tout simplement. Donc moi, je sais que j'adore parce que ça me booste, ça me donne confiance. Quand j'arrive à monter un rendez-vous avec quelqu'un qui est très haut placé dans une organisation, ça me donne du smile, de la banane et que j'ai l'impression, tous les jours, tu vois, je continue à faire de la prospection encore aujourd'hui. Ok, et tu fais de la prospection pour FDV, du coup? Alors oui, bien sûr. Okay. Ouais. Non, mais je suis un peu moins dedans, mais oui, je continue encore à en faire. Mais voilà, approcher des candidats, approcher des clients. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles je voudrais travailler et je suis certain qu'ils ont des pas des lacunes, mais qu'ils ont des trous dans leur dispositif commercial. Et je prends beaucoup de plaisir à appeler et à échanger avec des directeurs commerciaux, des dirigeants. Et il y en a certainement beaucoup qui sont à la recherche de solutions. Et moi, j'ai juste envie de leur dire que je suis là et que j'existe. Et voilà. Il y a beaucoup de sociétés avec lesquelles tu aimerais travailler. On parle d'une typologie de boîte sur des sujets en particulier. Évidemment, quand je suis très friand de tech, etc. Mais en fait, ce sont pas forcément les secteurs que j'ai envie d'adresser. Moi, les secteurs, en fait, on a choisi d'être hyper ciblés, hyper spécialisés. Et moi, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets de conseil avec des équipes commerciales qui sont dédiées, avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et aujourd'hui, on ne travaille pas avec eux. Je pense à des Ernst & Young et à d'autres cabinets comme ça. Donc, vous avez entendu Ernst & Young? Voilà. Personne qui travaille chez Ernst & Young. Voilà, exactement. Contactez Louis. Plein de cabinets de conseil en strat aussi, des Bain, des McKinsey ou des gens, et parfois certains qui sont pas connus, mais qui sont très 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 bons et très très experts de leur discipline. C'est vrai que moi j'aimerais aussi pouvoir les rencontrer et puis peut-être échanger avec eux et pourquoi pas travailler pour eux. Ça serait une vraie opportunité, une vraie chance. Et puis moi côté IT, évidemment aujourd'hui on travaille avec où on a eu la chance de travailler par le passé. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens avec lesquels on a pu travailler par le passé, mais avec lesquels on travaille plus, en général, on finit par retravailler avec eux. Tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, à l'époque, on avait travaillé avec des Sopra et avec lesquels on va retravailler ou avec lesquels on est encore en contact, en fait. Donc c'est ça qui est sympa. Donc dans le monde IT où il y a beaucoup de gens, évidemment des éditeurs, des Microsoft, des Google, des gens comme ça, voilà, ça pourrait être intéressant. On travaille déjà avec quelques grands éditeurs. Des intégrateurs des ESN, on a l'occasion, il a eu la chance de travailler avec Devoteam par le passé, donc on sera ravis de retravailler avec eux. Vous avez entendu? Voilà, et on travaille avec des Inetom, avec des SCC qui nous ont récemment accordé leur confiance, avec des Axians, voilà, des grandes ESN, mais il y en a beaucoup évidemment, donc ça, évidemment, on aimerait travailler avec eux. Et après, le monde du service en général, on travaillera pas avec des industriels parce que c'est pas notre secteur et c'est une discipline à part, mais toutes les entreprises de services qui vendent du service à des entreprises, à du B2B ou du public, il y en a énormément avec des grandes marques et on sera ravis de travailler avec elles aussi, quoi. J'adore que tu dises ça parce que moi, c'est ce que je préfère, la vente dans le service, B2B, des cycles de vente qui sont longs. Mais je sais aussi que ça implique le recrutement d'un certain type de commerciaux, contrairement à ce qu'on peut voir dans le SaaS. Aujourd'hui, quelles sont les qualités que tu recherches chez les gens que tu emploies chez FDV Partners? Alors, en fait, c'est vrai qu'on nous voit, quand tu dis chasse, conquête, prospection, les gens vont rapidement te mettre dans une case de call center, qui sont des gens très très bien. Moi, c'est un secteur que je ne connais pas malheureusement, mais effectivement, on peut vite avoir une image de call center. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand tu externalises ton commerce, tu vas rapidement et naturellement confier des choses qui sont un peu bas niveau, faire de la prise de rendez-vous, faire de la base de données, etc., avant de confier ton portefeuille client, avant de faire de l'account management. Donc, nous, on sait qu'il faut aussi passer par rentrer par la petite porte. On accepte qu'on nous confie des tâches qui sont peut-être un peu bas niveau, mais clairement, nous, notre positionnement, c'est ce que nous, on a pu faire, toi et moi, par le passé, c'est-à-dire appeler la Société Générale, appeler les acheteurs, aller voir le DSI son N-1, remonter jusqu'à ouvrir un grand compte et lui vendre plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. D'accord, donc tes commerciaux vont en rendez-vous physiquement, vont présenter des consultants, vont défendre des projets. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Les gens et nos collaborateurs et collaboratrices FDV sont des gens comme toi et moi, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt école de commerce ou universitaires, en général Bac+5, même s'il y a des très bons autodidactes qui sont dans nos équipes. Et ce sont des gens qui, un peu le mouton à 5 pattes, mais ce sont des gens qui sont
très curieux intellectuellement par le monde de l'entreprise, qui sont capables de monter rapidement en compétence sur une offre complexe de cloud, de cybersécurité, qui sont capables d'échanger avec un DSI comme un directeur métier. Et ce qu'on fait traditionnellement, c'est que en fait, on fait beaucoup de ventes tripartites. C'est-à-dire que nous, pour le compte de nos clients, on va avoir ce rôle de commercial, la personne qui va faire avancer la vente en prospection, en conduite de rendez-vous, 1, 2, 3, 4, propal et vente. Et on fera monter notre client qui est un expert, un avant-vente, un pré-sales ou un partenaire pour apporter la belle histoire, et raconter la belle histoire, puisque c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expertise, métier ou technique qu'on pourra jamais remplacer. Donc tout ce qu'on va faire, et nous, tout le modèle qu'on fait en général, c'est que, et pour des offres qui sont complexes, on va faire monter un expert technique, notre client, dès le rendez-vous 1, parce qu'on sait qu'on va augmenter nos chances de détecter un projet et de faire du business. Mais alors, c'est assez drôle parce que vous travaillez beaucoup dans le monde du conseil, dans la tech, au sein de ESN. Hier, tu travaillais avec Devoteam. Aujourd'hui, tu travailles avec d'autres ESN. Ouais. Comment tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence ? Tu peux avoir un commercial qui est chez l'ESN 1 et un autre commercial qui est chez l'ESN 2. Comment tu gères ça ? Parce que potentiellement, ils ont les mêmes clients. Oui, alors exactement. Alors on a un CRM. Alors on a fait le tour un peu de tous les CRM du marché, les HubSpot, etc. Finalement, on s'est rendu compte que, et on est en pleine refonte aujourd'hui de notre système d'information, on se rend compte que en fait, on a une gestion de la donnée qui est un peu particulière et on va continuer à retravailler avec un ERP, un éditeur qui s'appelle Fluxode. Pourquoi ? Parce que en fait, la logique, c'est on a une master base de données avec plusieurs centaines de milliers de contacts, des DAF, des DSI, de grandes petites entreprises, etc. Et en fait, par exemple, le DAF de TF1, potentiellement, il y a 15 commerciaux FDV qui vont l'appeler et qui sont en train d'essayer de faire du business avec lui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le commercial qui a trouvé son portable va pouvoir le mettre dans la master base de données et en faire profiter tous ses copains de FDV. Mais pour autant, donc c'est un peu une gestion multi-données, tu vois, par contact, avec un historique de discussion, avec une historique de rendez-vous qui sera vraiment spécifique à chacun des commerciaux. Et ça, tout ça, on va le cloisonner dans des espaces personnalisés. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un CRM dans lequel on a une master base de données, dans lequel on va retrouver plein de gens avec leur portable, avec leur mail. Mais moi, si je suis en charge du développement commercial d'Axience, par exemple, moi, l'intégralité des contacts que j'ai avec le DAF de TF1, ça sera que pour moi, cloisonné. Les autres n'ont pas aux échanges. Et en plus, moi, j'ai aucun intérêt à ce que mes petits copains ils fassent du business avec lui. Donc, en plus, je vais pas lui dire et pas dire à mes copains quels sont ces sujets du moment. D'accord, donc c'est une recommandation qui est faite aussi aux commerciaux de pas forcément partager les business qu'ils ont en cours avec leurs clients quand on sait qu'ils sont sur des clients qui ont des cibles similaires. Exactement, sauf à ce que celui qui vend que de la data et en fait il va voir le DSI TF1 mais qui a un sujet cloud, libre à lui de dire à tout le monde, et on l'encourage assez fortement à dire à tout le monde, tiens, au fait, il y a le DSI TF1 qui a un sujet cloud, donc c'est le moment de vous positionner. C'est un peu particulier, mais en fait, ça se fait très bien. Et en fait, c'est le modèle qu'on a choisi à l'époque, c'est un modèle de force de vente dédiée. C'est-à-dire qu'on va travailler pour le compte de clients en leur nom. Et en leur nom, on va travailler des cibles particulières, avec une offre de service particulière. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi à travailler avec des gens qui sont en concurrence, mais qui auront des histoires et qui auront des entreprises et qui auront des offres de services qui sont différentes. En fait, on pourrait faire un modèle différent, par exemple comme des Inops à l'époque ou d'autres sociétés freelance aujourd'hui, mais qui vont voir le DSI TF1, lui dire t'as besoin de quoi, et puis après... Et après, tu mutualises les besoins. Mais c'est pas le modèle qu'on a choisi à l'époque. Ça implique pour tes commerciaux un reporting au sein de FDV Partner, mais également chez le client, au sein des équipes commerciales du client. Comment ils le vivent ça au quotidien ? Il y a eu un avant et après confinement, avant Covid. C'est-à-dire que on passait pas mal de temps chez nos clients, et avec le Covid, on a basculé dans un mode télétravail où on a clairement nos équipes était entre le télétravail et le bureau, quoi. Voilà. Donc là, on est en train de retravailler et de plus en plus chez nos clients parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'être en contact. Maintenant, il y a des clients qui ont pas forcément les capacités, l'envie, le temps aussi de nous recevoir. Donc, on va essayer de s'adapter à chacun de nos clients. Donc, ce qu'on fait, et ça, c'est assez apprécié. En fait, tout le travail qu'on fait, on le fait donc en marque blanche pour le compte de nos clients. Par exemple, on travaille pour toi, tu veux adresser la Société Générale et le Crédit Agricole, toute la base de données qu'on va faire, en fait, on a un back-office qui est mutualisé.
La base de données qu'on va faire, on va le faire pour toi. Tu seras propriétaire. Donc, à tout moment pendant la mission, on pourra appuyer sur le bouton du CRM et extraire tous les contacts, leur numéro de téléphone, les mails, les comptes rendus de rendez-vous, les propals qui ont été faites et tu en seras propriétaire. Donc ça, c'est en général assez apprécié. Et puis après, en fait, on va faire du reporting à une fréquence que notre client, qu'on appelle notre partenaire, voudra. En général, on va faire une petite réunion commerciale une fois par semaine. On itère beaucoup, donc une fois par mois, on va essayer de prendre de la hauteur pour voir si les cibles qu'on a adressées sont bonnes, si le pitch est bon. Après, sur la base de métriques et de KPI, d'opportunités, de propal, etc. Et puis, une fois tous les 3 mois, on prend un peu de hauteur, on se fait un codir pour voir où on en est dans la collaboration, quoi. En moyenne, vos missions, elles durent combien de temps ? En général, il y a un cut au bout de 6 mois. En général. Pourquoi ? Parce que notre contrainte numéro 1, c'est le timing. Donc, vendre, on sait faire. Maintenant, il faut vendre aussi dans les temps et le plus rapidement possible pour couvrir nos frais d'intervention. Donc, en général, au bout de 6 mois, il y a un cut et on se dit, notre partenaire, notre client et nous, ok, il y a de quoi faire et puis tous les signaux sont ouverts pour pouvoir scaler, accélérer et générer beaucoup de business. Parfois, on se dira, non, en fait, l'offre est pas bonne, ça matche pas humainement. Enfin, voilà, donc, en fait, il faut aligner un peu toutes les planètes. Donc, au bout de 6 mois, en général, il peut y avoir un cut. Et après, il y a des gens avec lesquels on travaille depuis 5 ans, des gens avec lesquels on travaille depuis 3 ans, depuis 2 ans, voilà. Donc, en moyenne, je t'avoue qu'on n'a pas fait l'exercice là récemment, mais on va être plutôt à 18-24 mois de mission. Ouais, d'accord, très bien. Ouais, ça me paraît assez logique. Et quand vous démarrez une mission, vous vous engagez à quoi concrètement ? C'est un volume de chiffre d'affaires, un nombre de leads, une réponse par rapport à une offre qui est en train d'être lancée ? En fait, on peut s'engager sur des rendez-vous. On peut s'engager sur des livrables du reporting. Un volume de rendez-vous, on est très à l'aise avec ça. Donc, on est capable de s'engager sur 10, 15, 20 rendez-vous. Sur X rendez-vous par mois, ça, c'est pas tant un problème. À part si l'offre elle est complètement décorrélée et déconnante sur le marché. Bon, ça va. Le problème, c'est de s'engager sur des opportunités, sur des propals et sur des ventes. Et là, ça devient tout de suite un peu casse-gueule, quoi. Bon, surtout que ça va dépendre de pas mal de choses. On est forcément, et nos clients sont forcément sur des marchés concurrentiels. Ça va dépendre de s'ils sont référencés ou s'il faut aller chercher le référencement. Ça va dépendre d'une offre qui serait naissante sur laquelle il y a déjà le marché est complètement équipé. Donc c'est extrêmement variable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on pourra s'engager sur un certain nombre de choses, mais pas sur tout. Au moins dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'on a tourné pendant 6 mois, 1 an, on pourra s'engager certainement sur un volume de chiffre d'affaires. Et par contre, ce qui est en général apprécié, c'est qu'on a une parfaite vision de notre track record. C'est-à-dire que dans la vente de prestations intellectuelles et de services, on a une très bonne maîtrise. J'essaye de faire des posts aussi sur LinkedIn. Nous, on a ce qu'on appelle le 10-5-2-1, par exemple. Le 10-5-2-1, donc c'est pas une compo de foot, c'est en moyenne, nous, pour faire une vente, il faut une dizaine de rendez-vous. Donc on parle que de démarches dans le dur. C'est pas des ventes qui sont faites suite à sur du réseau ou suite à des appels entrants. C'est dans le dur, sans marketing, sans réseau, sans accélérateur. En général, il faut une dizaine de rendez-vous, pour faire une vente. Les cycles de vente, ça va être en général de 6 mois dans le conseil. Ça peut être de 3-4 mois, par exemple, dans l'informatique. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'on vend. Si c'est du CRM pour 10 000 personnes, forcément, ça prendra un peu plus de temps. Donc, on connaît assez bien le track record, la conversion sur le canal téléphonique, sur le téléphone, combien d'appels il faut passer pour pouvoir... donc, c'est une centaine d'appels par jour pour toucher 10-15 personnes et prendre 2-3 rendez-vous. Voilà. Il y a des gens qui sont beaucoup plus performants, mais si on devait donner une moyenne, ça serait à peu près ça. Sur du mail et des approches LinkedIn, puisqu'on fait beaucoup d'approches multicanales, on va être à peu près à 1% de taux de prise de rendez-vous pour 100 personnes que j'appelle, à qui j'envoie un mail, on va avoir à peu près un rendez-vous qui va être pris. Voilà. Donc c'est largement optimisable. Maintenant, on voit aussi beaucoup de choses. Et nous, la réalité, quand on fait des démarches qui sont un peu massives, qu'on retombe un peu pas sur ces KPI là. Je pourrais vous envoyer un peu tout ça. Et puis après, une fois qu'on a monté 10 rendez-vous, en général, on va générer à peu près 5 sujets, 5 opportunités qui vont se convertir en 2 propals et une vente. Ouais, ok, très bien. Donc aujourd'hui, vous ne faites que de l'outbound. Est-ce que vous êtes un petit peu aidé par du marketing, de la publicité, mais vraiment internalisée pour vos clients, des publicités sur les réseaux sociaux,
tu vois, de la com, pour faire un peu de noto. Donc ça, c'est notre métier de base où on part d'une from scratch, d'une feuille blanche et on va chercher des nouveaux clients. Bon, maintenant, depuis 10 ans, on connaît assez bien les accélérateurs qui vont permettre de couvrir nos frais d'intervention et de générer du business rapidement. En général, il y a 2-3 écueils qu'on va retrouver souvent. Alors le premier, ce sont en fait le travailler des clients actifs. Quand moi je démarre à chaque fois un client, la première question qu'on lui pose, c'est quels sont tes clients? Est-ce que tu peux sortir un extract? Avec qui tu travailles, etc. 95% du temps, nos clients vont nous dire ah non mais moi mes clients, il n'y a pas d'upsell ni de cross-sell à faire, ils nous connaissent parfaitement, bref on a fait tout ce qu'il fallait faire et on pourra pas leur faire plus de business. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont pas nous confier la gestion de leurs clients et c'est extrêmement dommage puisque aujourd'hui le premier levier de croissance dans les entreprises, c'est d'aller faire de l'upsell et du cross-sell sur leurs clients actifs. Donc c'est un message que je passe à tous les dirigeants. Si vous voulez faire plus de business et vous demandez à vos commerciaux de faire plus de business, mettez les moyens sur la table et faites-les travailler sur les clients existants. Voilà. Et pour ça, il faut faire des rendez-vous, mettre un vrai chasseur en face d'un grand compte parce qu'il faut aller monter des rendez-vous, aller voir les métiers, aller voir les utilisateurs, aller voir le DAF, aller voir le DG. Et ça, c'est une vraie carte de compte, ce qu'on appelle toutes les démarches ABM, de Account-Based Marketing. Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil qu'on voit et je me bats tous les jours avec mes clients pour qu'ils nous confient la gestion de leurs clients puisque à 95% du temps, leurs clients sont sous-développés commercialement, en fait. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le marketing. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de l'argent, beaucoup d'argent sur la table, sur de l'inbound et sur du marketing. Mais concrètement, moi, chez SOAT et puis dans les entreprises que je vois, je sais pas, à 90% du temps, à part chez les gros éditeurs, des grosses machines marketing et commerciales, les commerciaux que je vois ne reçoivent jamais aucun lead marketing. C'est vrai ce que tu dis. J'ai travaillé chez Germinal, donc qui était une agence de grosse marketing. Et c'est vrai qu'on était approché par des boîtes dans le conseil. On leur disait que c'est pas là où on allait être le plus efficace parce que tu es sur des cycles de vente qui sont très longs. C'est surtout de la notoriété en fait qu'il faut faire. Donc c'est plutôt de la com, du contenu, etc. Mais mettre en place des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, c'est pas là où tu vas aller trouver le plus de clients. Et puis parce que je pense que ça passe aussi beaucoup par l'expertise. Et l'expertise, en fait, elle se diffuse beaucoup par la génération de contenu, en fait, par de la notoriété, etc. Et à l'époque où j'étais chez Valtech, nous, en effet, je pense qu'on avait très peu de leads du marketing. Mais par contre, on avait les Valtech Days, donc 2 jours de conf une fois par an. Il y avait des livres blancs, il y avait un site internet, un blog, etc. Et ça, pour le coup, que ce soit chez Valtech et chez Xebia où j'ai également été, ça nous rapportait pas mal de leads. Voilà, alors je parle du marketing, c'est pas que des campagnes de mail, ça va être aussi des events, ça va être aussi des salons, ça va être des webinars. Et en fait, je connais parfaitement le sujet, mais si tu regardes les grosses organisations commerciales et marketing qui sont extrêmement huilées, des Salesforce, des LinkedIn, etc., ou des Microsoft, ils ont monté et ils montent des entités de SDR, de BDR, d'Inside Sales, donc tous ces commerciaux qui vont mettre la colle, en fait, qui sont dédiés à mettre de la colle entre le marketing et le commerce. Donc, en gros, le marketing va faire des events, des webinars, etc., et envoyer des campagnes de mail. Et en fait, les commerciaux, SDR, etc., leur rôle, justement, c'est d'aller mener des actions pour convertir les cliqués, convertir les ouverts, appeler avant les webinars, appeler après le webinar. Bref, en gros, remonter beaucoup plus haut sur le funnel marketing et commercial pour apporter de la conversion aux actions marketing qui ont été faites. Et ça, pour le coup, ça a beaucoup de valeur. Exactement ce que tu disais sur les Xebia Days ou etc. En fait, si tu as en plus une démarche commerciale qui fait que tu vas prendre ton prospect par la main avant l'event et après tu vas le suivre, c'est aussi comme ça que tu vas te différencier de la concurrence. Voilà. Donc ça, en général, c'est un gros écueil qu'on voit. Beaucoup d'entreprises qui mettent de l'argent sur la table sur le marketing. Et c'est dommage, il n'y a pas d'action humaine en fait ou de téléphone qui est plugué sur des actions marketing et qui apporte beaucoup de conversion. J'aimerais qu'on passe à la vente
de manière concrète pour les équipes de FDV Partners. Déjà, est-ce que vous êtes organisé d'une manière particulière en interne? Est-ce qu'ils sont organisés en quad, en équipe, comme on peut le voir dans le monde du conseil? Et on se dit que là, on a 5 consultants et c'est l'équipe de consultants spécialisés ESN. Ouais, tout à fait. Oui, effectivement. En fait, on a des équipes qui sont dédiées au conseil, au cabinet de conseil. On a des équipes dédiées à l'informatique. Aujourd'hui, on surfe beaucoup et c'est ce qui nous est beaucoup demandé. C'est de la vente de cloud, c'est de la vente de no-code, c'est de la vente de forfaits, notamment, ou de sujets qui sont un peu structurants, des contrats pluriannuels. Donc, c'est peut-être là où nos clients ont le plus de mal, en tout cas, aux difficultés. Ils vont pas forcément nous solliciter sur de la vente de régie, puisqu'en général, ils le font plutôt en interne. Mais c'est ce qu'ils nous demandent de faire, c'est plutôt de faire de la vente complexe, de la vente de projets un peu plus structurants, centres de services, etc. Voilà. Et donc, on a des gens, effectivement, qui sont dédiés, qui ont une vraie appétence pour l'IT, ou pour ces sujets-là. Et puis après, on a aussi des gens qui au fil des années, deviennent experts sur de la vente de management de transition ou sur de la vente de data, etc., quoi. D'accord. Et il y a des rituels en interne qui sont prévus pour que les gens se parlent entre eux? Ouais, alors il y a pas mal de choses. En fait, on a évidemment on a des channels dans lesquels on les encourage assez largement à remonter des leads. Donc j'ai vu un sujet chez le DSI de TF1 sur du cloud, mais je fais pas du cloud. Tiens, je passe la balle à quelqu'un en interne. De la partage de bases de données, évidemment, partage de contacts. On a aussi un petit rituel. On fait intervenir un collaborateur une fois par mois qui va nous raconter des bonnes pratiques, qui va raconter sa belle histoire. Et ça peut être j'étais avec un client et un partenaire qui est hyper compliqué à gérer, mais voilà comment j'ai réussi à travailler avec lui et à faire de notre travail commun des ventes. Ça peut être j'ai fait une vente à 1,5 million, j'ai ouvert Crédit Agricole et j'ai vendu du Salesforce, voilà comment ça s'est passé. Tout ça, en fait, c'est à travers ce petit process interne, ce petit cérémonial de belle histoire. Après, on fait intervenir des experts aussi, des gens qui sont inspirants, une fois par mois pour nous apporter un retour sur le marché de l'agroalimentaire, de la grande distribution ou sur des sujets très très différents. Qu'on fait beaucoup. Après, et notre quotidien, c'est de faire du coaching. C'est un gros parcours de formation et on est vraiment une école de vente, quoi. Donc ça se matérialise par plein de parcours de formation, un parcours de formation initiale, par du coaching individuel avec des coachs externes, de la revue de pipe. Enfin, voilà, donc t'as beaucoup de choses qui sont faites pour muscler le jeu en fait de nos équipes, quoi. Très bien. Donc je suis un consultant FDV Partner, oui. Je reste 3 ans. Oui. Quand je sors d'FDV Partner, j'ai vu énormément de contextes, j'ai été bien formé. Oui. Les gens vont où après? Les gens, ils vont en général chez leurs clients. Donc il y en a qui sont allés. En plus, c'était pas le cas, mais il y en a qui sont devenus managers chez Salesforce. Il y en a un qui est devenu DIRCO d'un cabinet de conseil qui est une référence dans le monde de la compliance bancaire qui s'appelle 99 Advisory à l'époque. Donc c'est un cabinet qui a explosé et qui est la référence dans son secteur. On a Jafar qui est parti, qui est devenu directeur commercial d'Adservio, qui est une ESN. Ça me dit quelque chose. Voilà, où ils doivent être 500, à peu près 500 collaborateurs. Il y en a qui sont devenus DIRCO ou managers commerciaux aussi dans des cabinets de conseil. Donc l'évolution et ce qu'on souhaite à nos équipes, c'est d'accélérer leur carrière en fait. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Accélérer leur carrière, avoir la meilleure formation, gagner de l'argent, s'éclater et puis après qui volent aussi vers d'autres horizons et ça sera notre plus belle réussite. Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont exclusivement en CDI ou tu prends également des freelances? Alors, je vais à contre-courant, mais les freelances, en fait, on a eu des mauvaises expériences avec des gens avec qui on devait démarrer en freelance. Et le fait est qu'on continue à travailler un tout petit peu avec des freelances, mais c'est pas le modèle qu'on cherche à pousser aujourd'hui parce que notre mode d'organisation ou la manière dont on a pris le sujet nous permet pas de travailler dans les meilleures conditions avec des gens qui sont en freelance. Et tu as évoqué la rémunération. Oui. Aujourd'hui, ça fonctionne comment? Tu me disais que chez tes clients, aujourd'hui, il y avait un forfait et éventuellement du variable. Oui. Comment tu rémunères tes équipes de consultants commerciaux? À peu près comme dans des ESN, dans des cabinets de conseil. Donc, si tu prends la grille up to Michael Page des commerciaux, on essaie d'être sur le haut du panier pour attirer les meilleurs. Et il y a un variable. Et il y a un variable, ouais, exactement. Donc c'est un fixe plus un variable et avec des fixes
comme toi, tu as pu l'avoir certainement à l'époque dans les ESN dans lesquels tu as travaillé. Moi, c'était pareil, donc c'est en général des bons salaires. Ce sont des bons salaires en sortie d'école. Et en termes de répartition fixe-variable, de proportion, on est sur quoi? Sur du 50-50, sur du 70-30? En fait, on a des gens qui sont là depuis 2-3 ans et qui gagnent 100 000 euros. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, donc ça va dépendre aussi un peu une part de chance, forcément. Il y a des gens qui sont très 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 performants, donc ça peut être du simple au double. Donc ton fixe, tu peux faire fois 0,5 et tu peux avoir moitié de variable, et puis il y en a qui vont faire une fois et demie leur fixe. Bon, voilà. Donc la cible, en tout cas notre objectif, et on travaille pour ça, c'est que le plus rapidement possible, les gens prennent autant de variables qu'ils aient de fixe. C'est notre objectif. Très bien. Déplafonné? Et déplafonné, exactement. On aime entendre ça. Ok. Mais pas tout le temps, pour être franc, pas tout le temps. Notamment, les grandes entreprises, en fait, n'ont pas envie de se casser la tête avec un variable qui devrait payer en plus. Donc en fait, ils nous disent, moi je préfère vous donner un forfait mensuel qui intègre du variable. Donc en l'occurrence, c'est plafonné. D'accord. Donc c'est pour ça que parfois ça arrive et on l'avait pas anticipé, mais c'est ce qu'on fait aussi. En tout cas, les grands comptes nous demandent d'avoir quelque chose, une facturation fixe mensuelle, intégrant du variable, et après libre à nous de payer nos commerciaux un peu comme on le veut. Et auquel cas, effectivement, ça peut être plafonné. Donc les choses évoluent, mais on essaye, en tout cas, c'est notre objectif de payer au mieux nos commerciaux. C'est ce qu'il faut retenir. Très bien, c'est très clair. Est-ce que pour conclure cet entretien, tu pourrais me pitcher en 30 secondes max FDV Partner? Bien sûr. Donc, FDV Partner, c'est le pionnier et le leader dans la vente B2B. Nous, on est une société de référence pour toutes les sociétés de services et beaucoup les cabinets de conseil, les entreprises du monde IT et les entreprises qui vendent de la prestation intellectuelle en général. Pourquoi ils font appel à nous, ces sociétés? Tout simplement pour accélérer commercialement ou être plus performant. Et ça passe par soit des démarches très opérationnelles de prise de rendez-vous, de détection de projet ou de vente externalisée. Mais ça peut être aussi des démarches de coaching technique, mise en place d'outils, d'audit ou de formation et de bootcamp. Voilà. Nous, on essaye, et c'est notre projet, de devenir la marque de référence qui n'existe pas, en tout cas qui, de notre point de vue, n'a jamais existé, et que les dirigeants et les dirigeants commerciaux peuvent faire appel quand ils ont une douleur commerciale et qui veulent devenir un Salesforce ou un LinkedIn et de faire de leur organisation une machine commerciale. Est-ce que tu as un message à passer? Oui, je voudrais remercier mes parents, grâce à qui je suis là. Vive la vente. J'adore ce que je fais, et vive les vendeurs. Et on intervient aussi beaucoup dans les écoles qui, de notre point de vue, et notamment les écoles de commerce, n'ont jamais donné la formation qui était à la hauteur, ou en tout cas pour donner envie aux gens de devenir des vendeurs. Donc, ça serait un épisode à part entière. Exactement, mais heureusement il y a des gens qui bougent, et il y a des gens comme Akimbo, il y a des gens comme Iconoclast aussi, et qui ont vocation à faire beaucoup de bien. Donc je les connais pas personnellement, mais les choses changent, donc keep pushing. Super, merci beaucoup Louis. Merci à toi de m'avoir reçu. Je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.